Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un dispositif incontournable des secteurs médical et médico-social. Je veux parler de la personne de confiance. Alors, qu'est-ce qu'une personne de confiance? Quand et comment la désigner? Quel est son rôle et quelles missions lui ont été confiées par le législateur? Je vous explique tout dans cette vidéo. C'est parti! Tout d'abord, quelques éléments à retenir. Être majeur est la seule condition à remplir pour pouvoir désigner l'un de vos proches comme personne de confiance. Notez toutefois que ce proche doit être au courant de votre démarche et accepter d'assumer ce rôle. Il est donc important que vous en discutiez ensemble et que vous soyez au clair sur les missions de la personne de confiance avant de débuter toute démarche. Si la personne que vous avez choisie accepte de remplir le rôle de personne de confiance, il est important que vous informiez votre entourage de cette désignation. Sachez que désigner une personne de confiance n'est pas un acte obligatoire mais fortement recommandé. Enfin, si vous êtes sous tutelle, la décision revient au tuteur ou à la tutrice pour désigner une personne de confiance. Je vous propose dans cette première partie quelques éléments de définition. Qu'est-ce qu'une personne de confiance? La personne de confiance peut être définie comme un porte-parole, un témoin de la personne qui l'a désignée. Elle est chargée de prendre connaissance et de témoigner de la volonté de la personne en matière de santé. Cette notion a été instaurée dans le secteur médical par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le petit i, une vidéo y est entièrement consacrée. L'article 1111-6 du Code de la santé publique nous permet d'avoir une définition assez complète de la personne de confiance. Il dispose que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage, sa désignation est révisable et révocable à tout moment. Ce texte peut paraître un peu vague, mais en réalité, il sous-tend de nombreuses indications. On comprend par exemple qu'il faut être en état d'exprimer sa volonté pour justement pouvoir la confier à la personne désignée. La personne de confiance est une personne physique et non morale, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui doit représenter une personne, en quelque sorte. Concernant les mineurs, la personne de confiance est un titulaire de l'autorité parentale. L'article n'apporte que peu de précisions en ce qui concerne la nature du lien entre la personne et sa personne de confiance. Il mentionne un parent, un proche ou le médecin traitant. Cela suppose une connaissance, un échange et bien sûr une relation de confiance. Dans la plupart des cas, les personnes se portent spontanément sur un membre de leur famille. Il est à noter que le médecin traitant peut être, comme on l'a vu, désigné, mais que cependant, il ne pourra remplir ce rôle que pour des soins qu'il ne pratique pas lui-même. Cela semble assez logique. Enfin, le texte sous-tend qu'on ne peut désigner qu'une seule personne à la fois. La désignation d'une deuxième personne annule en principe la première. La personne de confiance est un dispositif conçu pour garantir le respect des droits de chaque patient. Ainsi, l'article 1111-6 du Code de la santé publique précise que les établissements de santé sont tenus de proposer à tous les patients accueillis dans leur service de désigner une personne de confiance. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé aux malades de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Le législateur n'a toutefois prévu aucune sanction à l'encontre des établissements qui dérogeraient à cette règle. Notez que l'information des patients concerne toute forme de prise en charge en hôpital. Pour les patients qui ont choisi une personne de confiance, cette dernière devra figurer de manière précise dans leur dossier médical, comme le prévoit l'article R 1112-3 du Code de la santé publique. Le dossier médical comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L 1111-6. Afin d'informer le plus largement possible la population, le législateur a mis les médecins généralistes à contribution en leur confiant à eux aussi une mission d'information. L'article 1111-6 s'en trouve ainsi modifié par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Il précise désormais que, dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'incite à procéder à une telle désignation. Cette même loi du 2 février 2016 vient préciser davantage le rôle de la personne de confiance et même le renforce. L'article 1112-12 du Code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directive anticipée mentionnée à l'article L 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou à défaut tout autre témoignage de la famille ou des proches. En effet, afin de garantir le respect de la volonté d'un patient en fin de vie qui ne pourrait plus s'exprimer, le médecin se doit de recueillir le témoignage de la personne de confiance avant de pratiquer un acte médical s'il n'a pas à sa disposition ces directives anticipées. Par ailleurs, la personne de confiance doit demeurer informée si un médecin refusait d'appliquer les directives anticipées du patient, ainsi que le mentionne l'article 1111-11 du Code de la santé publique. La décision de refus d'application des directives anticipées jugée par le médecin manifestement inappropriée ou non conforme à la situation médicale du patient est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. C'est dire à quel point le législateur a tenu à replacer les malades au cœur du système de santé. Comme on vient de le voir, la personne de confiance est un dispositif pensé pour le secteur de la santé. Il est apparu lors de réflexions autour de la prise en charge des malades en établissement de santé et a pour vocation de garantir le respect de leurs droits. La loi du 4 mars 2002 impose aux médecins la recherche du consentement des patients dans leur parcours de soins. La personne de confiance est donc un outil tant pour le professionnel que pour le malade. Eh bien, ce dispositif va être instauré dans le secteur social et médico-social lors de l'entrée en vigueur de la loi ASV du 28 décembre 2015. Pour les mêmes raisons, il s'agit de protéger et de rechercher systématiquement le consentement de la personne accueillie en service social ou médico-social. Le dispositif personne de confiance fait de fait son apparition dans le Code de l'action sociale et des familles à l'article 311-5-1. Il nous indique en effet que lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 1111-6 du Code de la santé publique.
Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n'en dispose autrement. Seule variante, la personne de confiance est désignée, comme vous avez pu le constater, sans limitation de durée, contrairement au secteur médical. Vous l'aurez compris, on peut être amené à désigner 2 fois une personne de confiance. Il est possible de désigner une personne de confiance pour le médical et pour le social, ou de désigner 2 personnes bien distinctes. Gardez toutefois en tête que la personne de confiance n'est pas la personne à prévenir. Dans le même esprit que le secteur de la santé, les directeurs et directrices d'établissements sociaux et médico-sociaux sont eux aussi tenus d'informer la personne accueillie de son droit de désignation d'une personne de confiance. L'article 311-4-1 du Code de l'action sociale et des familles le précise d'ailleurs. Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche chaque fois que nécessaire, avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du Code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance définie à l'article L311-5-1 du présent code. 3 exceptions sont toutefois prévues par le législateur dans le décret du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l'information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l'article L311-5-1 du Code de l'action sociale et des familles. Ainsi, l'obligation d'informer des directeurs et directrices de SMS est levée si la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance, si elle a déjà été informée de son droit par un ESMS qui l'aurait précédemment prise en charge, ou si elle est en demande d'asile et que l'OFII a déjà délivré l'information. Pour résumer, la personne de confiance peut intervenir en cas d'hospitalisation, lors de l'admission dans un ESMS ou dans un EHPAD. Voilà pour ces quelques éléments de définition et contextuels. Mais pour bien saisir le rôle pratico-pratique entre guillemets de la personne de confiance, je vous propose maintenant une présentation de ses missions. Alors concrètement, que doit faire une personne de confiance ? Abordons dans un premier temps les missions de la personne de confiance telles que mentionnées dans le Code de la santé publique. Vous l'avez compris, elle est aux côtés du patient et intervient sur le volet soins uniquement. En établissement de santé, 2 cas de figure se présentent. Soit le patient est en capacité d'exprimer sa volonté, soit il n'est plus en capacité de le faire. C'est ce qui va déterminer les actions de la personne de confiance qu'il a désignée. Lorsque le patient est en état d'exprimer sa volonté, la personne de confiance a une mission d'accompagnement. Elle peut, en effet, si le patient le décide, l'accompagner dans ses démarches, assister aux rendez-vous médicaux et aider le patient à prendre ses décisions. L'article 1111-6 du Code de la santé publique l'indique clairement. Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Je voudrais faire une parenthèse concernant la présence de la personne de confiance lors des consultations médicales.
Il s'avère que le médecin ne peut la refuser en invoquant le secret médical. Si la volonté du patient est de se faire accompagner, alors il en a parfaitement le droit. Et le médecin ne peut s'opposer à ce souhait. La personne de confiance apporte aussi écoute et soutien aux malades, comme le prévoit l'article 1110-4 du Code de la santé publique. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Enfin, la loi prévoit que la personne de confiance puisse être la détentrice des directives anticipées émanant du malade. L'article R 1111-19 du Code de la santé publique indique en effet que les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article 1111-6 à un membre de la famille ou à un proche. Mais si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la personne de confiance passe du statut d'accompagnateur à celui de référent auprès de l'équipe médicale. C'est donc elle qui va prendre les informations relatives à l'état de santé du patient et guider les décisions du médecin grâce à son témoignage. Elle devra donc transmettre les directives anticipées du malade si elle les a en sa possession ou en indiquer le lieu de conservation ainsi que le prévoit l'article R 1111-20 du Code de la santé publique. À défaut de directives anticipées conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le dossier médical partagé, le médecin recherche l'existence et le lieu de conservation des directives anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des proches, ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui lui a adressé cette personne. En tant que référent, la personne de confiance sera également consultée pour toute investigation ou intervention. L'article 1111-4 alinéa 5 du Code de la santé publique nous indique: lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sauf urgence ou impossibilité sans que la personne de confiance prévue à l'article 1111-6 ou la famille ou à défaut un de ses proches ait été consultée. Enfin, la personne de confiance pourra signer les documents de prise en charge. Je vous laisse prendre connaissance de l'article concerné. Il s'agit de l'article D6321-3 du Code de la santé publique. Lorsqu'une prise en charge individualisée est proposée dans le cadre du réseau, le document prévu à l'alinéa précédent est signé lorsque cela est possible par l'usager ou, selon le cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur dans les conditions définies à l'article 1111-2 ou par la personne de confiance mentionnée à l'article 1111-6. Ce document détermine également les règles de cette prise en charge et les engagements réciproques souscrits par l'usager et par les professionnels. Voyons maintenant les missions de la personne de confiance désignée en application de l'article 311-5-1 du Code de l'action sociale et des familles. Elle intervient sur le volet droit de la personne accueillie. Au sein d'un établissement social ou médico-social, la personne de confiance a également une mission d'accompagnement, comme on peut l'entendre dans le travail social. Elle peut assister par exemple à la signature du contrat de séjour, comme le prévoit l'article 311-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article 311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement le consentement de la personne à être accueillie sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du Code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans les conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance définie à l'article 311-5-1 du présent code. On l'a vu, la personne de confiance est garante du respect des droits de la personne qui l'a désignée. Elle peut donc intervenir auprès d'elle si elle a des difficultés à comprendre ses droits ou si elle n'en a pas connaissance pour diverses raisons. L'article 311-5-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que la personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Il existe aussi des textes pour encadrer le rôle de la personne de confiance dans des cas particuliers comme les essais thérapeutiques, les tests génétiques ou encore la recherche biomédicale. Je ne les développerai pas ici, mais vous pouvez en trouver toutes les références sur notre blog Solidaire Social, dont vous trouverez le lien en description. Nous y avons créé un listing de tous les articles de loi relatifs au dispositif Personne de confiance. Pour celles et ceux qui iront y jeter un œil, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Nous attaquons sans plus attendre cette troisième et dernière partie consacrée spécifiquement à la démarche de désignation d'une personne de confiance. Tout d'abord, sachez que la désignation d'une personne de confiance peut se faire à tout moment. La seule condition est d'être majeur. Peu importe l'âge, le moment de la vie ou l'état de santé, chacun peut y réfléchir et se lancer. Pour cela, rien de plus simple. Il est possible de procéder sur papier libre. Pour que le document soit valide, il faut qu'il comporte les noms, prénoms et coordonnées complètes de la personne et de la personne de confiance désignée. Il faut également veiller à dater et à signer la déclaration. Sinon, il existe un formulaire pré-rempli prévu par décret. Ne vous inquiétez pas, il est disponible dans la description et sur notre blog Solidaire Social. Il est également possible de changer d'avis à tout moment. La personne de confiance est révocable, la loi le prévoit. Il suffit de l'attester par écrit sur papier libre ou sur le formulaire prévu. Vous le trouverez également dans la description ou sur notre blog Solidaire Social. Si la personne ne peut rédiger elle-même son document, elle peut révoquer oralement sa personne de confiance devant 2 témoins. Ces témoins seront chargés de rédiger tous deux une déclaration de révocation. Quoi qu'il en soit, il faut veiller à avertir la personne concernée, son entourage et les médecins chargés de son suivi. Le document de désignation doit en principe être détruit. La désignation d'une autre personne de confiance ne pourra se faire qu'après toutes ces étapes. Enfin, évoquons brièvement les directives anticipées. Souvenez-vous, il s'agit du document à destination des soignants qui comporte les souhaits de la personne concernant les conditions de sa fin de vie. Je vous en parlais dans la deuxième partie, elles peuvent être confiées à la personne de confiance. Les directives anticipées et la personne de confiance sont 2 outils complémentaires pour le législateur. Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez un diaporama explicatif consacré aux directives anticipées. En attendant, voici quelques indications.
Toute personne majeure peut les rédiger. Elles ne sont pas obligatoires. Elles sont des directives sur les décisions médicales relatives à la fin de vie à prendre au cas où la personne ne pourrait plus exprimer sa volonté. Elles peuvent être modifiées à tout moment. Le médecin et les proches doivent connaître leur existence. Enfin, elles peuvent être remises à la personne de confiance ou conservées en lieu sûr. Voilà pour la présentation détaillée du dispositif. Ceci dit, il est toujours bon de se questionner. Je vous propose donc quelques pistes de réflexion partagées par les professionnels de santé et du secteur médico-social. Ces pistes sont davantage développées sur notre blog dans l'article consacré à la personne de confiance. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Dans ce cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Diffusez-la largement si vous pensez qu'elle pourrait aider quelques personnes. Je vous invite également à consulter les liens utiles ajoutés à cette vidéo. Vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de visiter également notre blog Solidaire Social dont le lien se trouve également en description. Nous l'alimentons régulièrement de repères juridiques, de pistes de réflexion, d'anecdotes professionnelles, etc. Nous mettons tout en œuvre pour que ces supports vous soient profitables. En attendant de vous retrouver pour un prochain diapo, je vous souhaite courage et réussite. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Et n'oubliez pas, restez solidaires. Ciao!